moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux et connectés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Chaude. Merci à vous tous pour votre participation, pour vos messages, pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous qui êtes là, branchés et connectés, actifs sur ma chaîne, je vous embrasse tous au nom de Jésus-Christ. Merci. Aujourd'hui, nous allons partager une histoire comme d'habitude qui nous vient d'un frère, d'un compatriote, d'un papa. Oui, en ce moment, c'est des papas. Les papas se révèlent à nous. Les papas apprécient notre émission. Les papas partagent leurs histoires, leurs expériences ici avec nous parce qu'ils attendent des conseils valables, intelligents, réfléchis de votre part, comme vous le faites d'habitude. Merci. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes là. Vraiment, on apprécie et on vous remercie pour les voices. On vous remercie pour les messages en particulier que vous envoyez aux concernés directement sur le numéro WhatsApp. Même si je vous encourage à les écrire sur YouTube. On est là pour ça. On se soutient, on s'accompagne, on s'assiste, on se conseille. Aujourd'hui, nous avons une histoire qui nous vient de France. Notre papa de la team nous a contactés pour partager son histoire. Merci papa pour la confiance et pour le partage. Comme je dis, n'hésitez pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager vos expériences, vos vécus, tout ce qui vous arrive de joyeux comme de compliqué et difficile dans la vie, avec nous pour avoir des avis différents, pour avoir des conseils et des assistances morales, spirituelles, même vu qu'ici, je vois qu'on a beaucoup de chrétiens qui s'encouragent avec des versets bibliques, avec des conseils bibliques. On aime ça, on apprécie. Ne vous arrêtez pas, continuez à écrire, à rédiger les longs tests là. On aime lire ça, c'est très encourageant, même pour ceux qui ne sont pas concernés par l'histoire, mais ils viennent apprendre et découvrir certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Notre papa Dadi nous a contactés de Paris. Nous saluons tous les Parisiens. Papa Dadi nous dit ceci. Kabibi Chaude, mon histoire ne commence pas par moi. On va aller en arrière pour qu'on comprenne l'attitude et le comportement de notre frère Papa Dadi. Il dit ceci. Kabibi, mon grand-père, avait une sœur. Mon grand-père est de l'ethnie Luba. Congo-Kinshasa, démocratique République du Congo. Il dit, mon grand-père est de l'ethnie Luba. Donc, il vient du Kasaï, qui est une grande région au Congo démocratique. Au centre du Congo, c'est la région minière, où on trouve les diamants et compagnie. Donc, mon père venant de là, mon grand-père avait sa petite sœur qui s'était très bien mariée. Donc, on va l'appeler ma grand-mère, si on veut. Donc, la petite sœur de mon grand-père s'est mariée à un homme d'affaires qui faisait le diamant à l'époque. Et ce monsieur-là a déménagé du Kasaï, donc de Mbujimaï, pour la grande ville capitale de Kinshasa, au Congo démocratique. Quand il va s'installer là-bas, son mari a beaucoup d'argent. Beaucoup, vraiment, quand tu entends homme d'affaires, c'est homme d'affaires. Ça veut dire que c'est la petite sœur de mon grand-père qui commence à prendre la famille en charge. Tu connais un peu à l'époque, là, quand ton mari est riche, c'est toi qui t'imposes financièrement dans la famille. Donc, elle a récupéré beaucoup de gens à Kinshasa. C'est vraiment elle qui a fait monter la famille de mon grand-père à Kinshasa. Donc, elle a appelé ses petites sœurs, ses cousines, c'est tout ça, compagnie de la famille. Et c'est comme ça qu'elle a pris mon père et son frère. Mon père était le plus jeune, il avait un grand frère avec qui ils sont partis à Kinshasa chez leur tante. Quand ils arrivent à Kinshasa, le grand frère de mon papa s'appelle Papa Réfin et mon papa s'appelle Papa Médard. Ils habitent chez leur tante paternelle qui est très riche. Elle les scolarise, elle les met à Kinshasa. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas vraiment grandi dans le Kasaï. Mon père déjà, il a grandi à Kinshasa, même si c'est un Moulouba qui est né dans le Kasaï. Il parle Chiluba, il a leurs habitudes, leurs manières, mais c'est un Quinois, on va dire ceci. Parce que mon père est arrivé à Kinshasa autour de 14 ans, 16 ans.
Ils arrivent chez un monsieur qui a beaucoup d'argent. On les gâte, on leur donne les Mercedes avec chauffeur. Donc, ce sont des garçons de bonne vie. Leur tante, là, les a pris, les a mis à l'école. Mon père a commencé à étudier à Kinshasa. Donc, il a vu la vie sous une autre couleur. Il s'est vraiment intégré. Il est devenu un bon tonton de Kinshasa. Ça veut dire que pour lui, il avait un état d'esprit ouvert. Il n'avait plus l'état d'esprit des Mbujimaï, où on doit rester entre nous, conservateurs, on doit épouser une femme vierge et tout ça, tout ça. Mon père et son frère sont devenus des garçons épanouis. Qu'est-ce qui se passe? Le grand frère de mon papa, Papa Rifin, quand il a eu son bac, il a commencé à travailler avec son oncle, l'homme d'affaires. Parce que tous les jeunes garçons que la tante ramenait là, la plupart allaient travailler avec son mari quand ils grandissaient. Donc, il y a Rifin, le grand frère de mon papa, directement après le bac, on les prend dans la société. Il commence à travailler avec Abibi, il s'en sort, il tourne l'argent, et tous ils étaient codés, ils connaissaient la compagnie depuis le bas âge. Il commence à avoir l'argent. Tu sais que mon père et son frère, ce sont des beaux garçons. Ils ont commencé l'ambiance à Kinshasa, aller dans les concerts, aller comme ça. Ça veut dire qu'ils ont commencé à toucher aux filles, toucher aux filles, toucher aux filles, toucher aux filles. Kabibi, notre grand-père là, qui avait beaucoup d'argent, a acheté un bâtiment dans un quartier populaire qui s'appelle Barumbu. Barumbu là, c'est un quartier populaire qui n'est pas loin du centre-ville, qui n'est pas loin du grand marché. Donc lui, quand il a acheté son bâtiment là-bas, il a commencé à faire louer des dépôts, il a fait des phonies, en tout cas, il a commencé à exploiter ça. C'était pour les affaires, comme c'était un grand commerçant. Ça veut dire que tous les jeunes qui habitaient chez lui là, ils étaient dans ses affaires. Et le grand frère de mon papa, Papa Rifin, c'était lui qui était responsable de ces immeubles-là, qui étaient à Barumbu. Parce que notre grand-père, il avait plein de maisons un peu partout. Donc, on a confié à Papa Rifin la gérance, un peu le contrôle, pas la gérance, mais le contrôle de cet immeuble-là qui était à Barumbu. Ça veut dire que lui et mon père, comme ils étaient vrais frères des pères et des mères, ils étaient potes. Ils avaient peut-être une différence de 3-4 ans. Ils se promenaient beaucoup ensemble. Quand il allait là-bas à l'immeuble, il allait avec mon père. Donc, il connaissait les commerçants qui sont à côté, les Sénégalais qui étaient couturiers, les Maliens. Hein, vous voyez les gens qui n'ont pas l'argent pour louer vraiment au centre-ville, qui se sont un peu éloignés, qui sont partis suivre les loyers moins chers. C'était un genre de coin comme ça. Donc, la ville n'est pas loin, mais vous louez là-bas, vous faites aussi les affaires. Donc, en allant là-bas, ils étaient connus dans les quartiers. Tout le monde savait que ce sont les petits-enfants de ce monsieur-là. Très bonne réputation, pas de souci. Donc, il y avait un Sénégalais qui était là. Lui qui était un commerçant qui faisait la broderie. Il faisait vraiment les broderies du Sénégal. Là. Il avait ramené les machines. C'était aussi un homme d'affaires à sa façon. Et c'était un très gros polygame. Il avait des femmes congolaises, des femmes sénégalaises, des femmes de toutes les couleurs, parce que ce monsieur-là gagnait bien sa vie. Il avait ses fils, qui étaient aussi des grands garçons. Où c'était ses fils, où c'était ses neveux, où c'était quoi. Les Sénégalais, quand ils sont au Congo, on ne comprend jamais leur position. S'ils sont parents, s'ils sont frères, s'ils sont quoi que ce soit, on les voit tous seulement que ce sont des Sénégalais. On les appelle Ndingari. On savait que la boutique là, c'est chez les Ndingari, les Sénégalais. Bonjour, bonjour, de loin. Kabibi, comme mon père m'a relaté, il y avait une très belle fille qui venait là-bas, qui sortait avec un Sénégalais. Cette fille-là s'appelait Elali. C'était une Congolaise de Kinshasa. Très belle fille. Vraiment, quand on te dit très belle fille, c'est très belle fille. Zéro faute. Donc, comme mon père et son grand frère Rifin, c'était deux aventuriers, des jeunes garçons qui faisaient la vie, qui avaient des copines dans tout Kinshasa. Quand ils ont vu Elali, le grand frère là, Rifin, il a fait des avances à Elali, malgré qu'il savait qu'elle sortait avec le Sénégalais. Il a commencé à lui dire, toi une belle fille comme ça, tu prends toute ta beauté, tu vas donner au Ndingari, tu vas donner aux Sénégalais, et ils ont leur femme, tu ne vois pas qu'ils ont leur femme sénégalaise. Pourquoi vous les Congolaises, vous êtes comme ça? Nous sommes là, nous sommes libres. Vous sortez avec des Sénégalais, donc vous vendez le pays, et tout ça, tout ça. Kabibi, genre intimidation, flatté, et tout ça. Et quand la fille a compris que lui, Rifin là même, c'était lui le gérant de l'immeuble, elle a compris que lui aussi, c'était un garçon qui faisait des affaires, qui avait l'argent. Rifin a fait aussi genre que lui vraiment, c'est le patron des immeubles, vraiment, le grand-père là, c'est presque comme si on lui a donné ça cadeau, alors que c'était qu'un gérant. Kabibi, Rifin a commencé à sortir avec maman et Lali.
Il a volé la femme du Sénégalais. Maman Elali, comme elle sortait avec Rifin, elle ne venait plus voir les Sénégalais. Ça veut dire que mon père à moi, Médard, qui était très proche de son frère Rifin, savait très bien que Elali, là, c'était la copine des Sénégalais. Elali, en tout cas, elle a commencé à sortir avec mon père pendant qu'elle sortait encore avec les Sénégalais. Kabibi, ça ne faisait rien et c'était des aventuriers. Qu'est-ce qui s'est passé? Le temps est passé, les années 2-3 ans sont passés. Après, papa Rifin dit qu'il veut se marier. Quand il veut se marier, il dit au grand-père qu'il a élevé avec la tante que la femme qu'il veut épouser, c'est Elali. Directement, mon père à moi, Médard, s'oppose. Il dit, mais non, Rifin, toi et moi, on a quitté chez nous, on est venu chez notre tante à Kinshasa pour étudier, devenir des hommes d'affaires comme son mari, s'en sortir dans la vie, pour aider aussi nos parents qui sont restés là-bas en Mbuji-Mayi. Nous sommes les deux grands de la maison, de la famille de notre papa, qui est resté en Mbuji-Mayi. On est venu ici à Kinshasa, même si on fait des aventures avec les filles de Kinshasa, parce qu'elles sont faciles. Mais nous ne sommes pas venus quand même pour nous marier n'importe comment. On a quand même une éducation de base, on a notre culture, notre façon de faire des choses, la descendance à assurer. Cette Elali-là d'abord, c'était la femme d'un Sénégalais. Tu ne sais pas la femme de qui elle était avant le Sénégalais. Des deux, cette Elali-là, elle est Mongo. Mongo, c'est une autre tribu du Congo-Kinshasa qui est vers l'Équateur. Ce sont des femmes de l'Équateur. Des très belles femmes aussi à leur façon. Mais en général, c'est une tribu qui est mal réputée parce qu'on dit qu'ils ont des femmes légères. Légères par rapport à quoi? Parce qu'au Congo, vraiment, toutes les femmes sont un peu pareilles, mais elles ont cette réputation-là. Donc, lui, mon père, qui ça? Médard, comme il connaissait Elali, il s'est opposé à Elali. Il est allé dire ça à la grand-mère, là, la tante, leur tante. Il allait leur dire c'est une pute. D'ailleurs, c'était la femme du Sénégalais. Tu vois, les Sénégalais qui est à côté de l'immeuble de tonton. Elle venait là-bas. C'est là qu'on l'a connue. D'ailleurs, c'est une fille qui joue avec... Non, 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 non. Rifin ne peut pas se marier avec elle. Médard, mon père, il a fait la publicité dans toute la famille. Toute la famille savait que maman Elali, là, c'était une ancienne pute. C'était la femme des Sénégalais. Imagine un peu. Ah! Kabibi, c'était chaud. Les parents en Mbuji-Mayi ont refusé. Ils ont dit il ne va pas épouser Elali parce que Médard, c'est son frère de sang. Si Médard dit ça, c'est que c'est la vérité. Kabibi, tout le monde s'est opposé contre ces mariages-là, sauf lui-même le concerné, Papa Rifin. Papa Rifin a dit c'est Elali ou personne. Il n'est pas obligé de se marier avec une fille de Mbuji-Mayi. Lui, il a grandi à Kinshasa. Là, ils avaient déjà fait moins de 10 ans, 15 ans à Kinshasa. Il a grandi à Kinshasa. Les années sont passées. Il est devenu vraiment grand. Il doit avoir maintenant des enfants. On ne peut pas lui imposer de lui donner une fille Louba qui n'est même pas de son choix ou lui imposer de chercher une autre fille Louba ici à Kinshasa juste parce qu'elle est Louba. Lui, la fille qu'il trouve bien pour lui, c'est Elali. Toute la famille s'est opposée. On a dit on ne va pas aller l'épouser. Nous, on ne se marie pas comme ça. D'ailleurs, toi, tu es parmi les aînés. Tu ne peux pas faire ça. C'est quel exemple que tu donnes à tes petits frères? En tout cas, Kabibi, Papa Rifin était sur sa position. Il a engrossé cette Elali-là. Quand il a engrossé, ça veut dire qu'il y aura déjà un enfant d'une autre tribu. On l'a laissé accoucher. Le fait était accompli. Papa Rifin, c'était un monsieur qui avait déjà pris sa maison, qui était vraiment bien dans les affaires de son oncle. Il gagnait son argent. Il était vraiment parmi les pions principaux qui étaient indispensables dans ces affaires-là. Côté travail, il n'y avait pas de faute. Il a fait son choix. Bon. On a dit qu'il est devenu quinois. Pour lui, il n'a pas de problème. Il peut se marier avec n'importe quelle culture. La famille était obligée d'accepter Kabibi. C'est comme ça qu'on l'a laissé avec cette maman Elali-là. Mais comme il avait grandi chez son oncle, qu'il appréciait beaucoup, qui comptait vraiment sur lui, il a dit, si c'est ça le choix de ton cœur, hein, on va aller l'épouser. Kabibi, maman Elali, on l'a épousée, elle avait déjà accouché pour Papa Rifin. Elle a accouché de son enfant. Le temps est passé. Moi, mon père Médard, c'était vraiment le garçon exemplaire qui s'est marié à une femme Louba, comme lui, mais une fille de Kinshasa. Il avait trouvé sa femme là à Kinshasa. Il a épousé, c'était vraiment une grande fête, plus que la fête de Papa Rifin. Cette femme-là qu'il a épousée, c'est ça ma mère. Quand il a épousé ma mère, mon père Médard était marié, Papa Rifin était marié.
ils ont commencé à avoir les enfants. Papa Rifain restait avec sa Elali. Ils ont eu 3 enfants. En attendant, mon père Médard, comme c'était marié le deuxième, ils m'ont eu moi et ma petite sœur. Quand ils m'ont eu là-bas, mon père Médard aussi était dans les affaires de l'oncle. Et tous vraiment, ils travaillaient pour leur oncle. En tout cas, chacun avait une branche. L'oncle là, vraiment, avait fait comme un royaume. Mon père aussi travaillait. Mon père, lui, il était plus dans les voyages. Hein. Il contrôlait les camions. Les camions qui allaient à Chikapa, les camions qui faisaient comme ça, qui faisaient la route et tout ça. Il les avait placés chacun comme ça. Tout le monde évoluait bien à sa façon. Kabibi, quand moi j'ai eu ma mère à moi, elle nous a eu à 2. Et je crois que ma mère a eu des difficultés pour accoucher. Ça, je crois. Parce que quand moi j'avais 11 ans et que ma petite sœur avait 9 ans, on n'avait pas de petits frères, on n'avait plus de petites sœurs. Il y avait eu un souci. Pourquoi je dis à 11 ans? Parce qu'à cet âge de 11 ans-là, déjà j'ai oublié de dire, tous ces temps-là, qu'eux, ils se sont mariés, ils ont commencé à avoir les enfants. Et Lali et mon frère et mon père Médard ne s'entendaient pas. Parce que mon père montrait toujours à Elali qu'il ne l'aimait pas. Que d'ailleurs, toi, tu étais la femme d'un Dingari, tu étais la femme d'un Sénégalais. En fait, mon père, c'était les gens Baloubala qui méprisaient les femmes. En plus, il savait que c'est une femme qui est déjà sortie avec quelqu'un d'autre. En plus, quelqu'un d'autre un Sénégalais qui cousait les habits, qui faisait les broderies. Donc, il les méprisait. Et les Sénégalais, ils méprisaient. Et la femme, il méprisait. Malgré qu'il allait chez son frère Rifin, comme c'était des frères de sang, il montrait toujours à Elali que d'ailleurs, toi, je ne t'aime pas. Toi là, tu es seulement une femme étiquette. Moi, mon rêve et mon souhait que mon frère se marie à une femme Louba. Kabibi, mon papa, il accompagnait son frère Rifin chez les autres conquêtes. Comme son frère, là, ils étaient habitués à faire des tromperies, avoir des copines à gauche, à droite. Même quand il s'est marié, il a continué la même vie. Aller voir à gauche, avoir des copines et tout ça. Et il est tombé sur une fille, Louba, avec qui il sortait, que mon papa, à moi, Médard, allait manger là-bas. Genre pour confirmer la fille là. Tu sais, quand tu es une deuxième femme ou une copine et que la famille du mari commence à venir te voir, ça veut dire on te confirme. Mon papa allait là-bas, il amenait ma maman là-bas. Nous, là, on nous amenait chez les copines, la copine là, Louba, de notre oncle Rifin. Bon, on l'appelle copine parce qu'on ne l'avait pas épousée, mais sinon, c'était une femme qui avait une maison que notre oncle payait, notre oncle dormait là-bas. On nous amenait là-bas, papa et maman allaient là-bas, et maman Elali, elle apprenait tout ça. Donc, elle était bien consciente que mon papa ne l'aimait pas et il encourageait son frère à me tromper, à la tromper. La vie a continué, Kabibi, et tous ils émergeaient. Maman Elali, elle a couché quand même ses enfants, malgré qu'on l'a trompée. Elle était sérieuse, la pauvre, dans son mariage. Malgré qu'elle était mongo, mais c'était une mongo assise dans son mariage. Kabibi, quand moi j'ai eu l'âge de 11 ans, mon père à moi a fait accident de route sur la route de Chikapa. Ils étaient partis avec le camion. Ils ont eu des problèmes. Mon père, ils ont fait accident de route. Mon père est décédé. C'est comme ça que moi, j'ai perdu mon père à 11 ans. Et à 11 ans, là, on n'était que 2. Moi et ma petite sœur de 9 ans, quand papa est décédé. C'était un très grand deuil. Un très, très grand deuil, Kabibi. Quand papa est décédé, papa Rifin a dit, il va nous récupérer. Nous sommes les enfants de son frère de sang. Ils étaient venus à Kinshasa et 2. C'est comme ça que moi et ma petite sœur, on s'est retrouvés dans les mains de maman Elali. Parce que tu sais que les Balouba, ils ne donnent pas leurs enfants aux femmes. Ils ne vont pas prendre 2 enfants de quelqu'un qui avait le nom, quelqu'un de valeur, pour aller donner à une femme qu'on avait épousée. Ils ont libéré la femme là. Ils ont pris les enfants. On est parti habiter chez maman Elali. Quand on est allé chez maman Elali, ça veut dire que maman Elali ne nous aimait pas. Parce que déjà, on était des enfants de Médard. Parce que notre maman et notre papa, on partait chez la deuxième femme. Même si la deuxième femme n'avait pas d'enfant de son mari, mais on allait là-bas, on la connaissait. C'était les tatas gentils là. Quand on est arrivé, vu que son mari, papa Rifin, avait beaucoup d'argent, elle ne pouvait pas trop nous cochonner. Mais c'était dans le langage, dans les mépris, dans les injustices bêtes là des femmes, qu'on sentait qu'elle ne nous aimait pas. Mais sinon, on était scolarisés comme ses enfants dans les bonnes écoles de Kinshasa. On montait dans les voitures, les chauffeurs nous attendaient, les domestiques lavaient nos vêtements. En tout cas, côté traitement, là, elle n'avait pas le choix parce que déjà, papa Rifin était là. Même s'il l'a trompé, il sortait, mais si on lui disait, peut-être la réaction n'allait pas être bien. Elle savait que papa Rifin aimait beaucoup notre papa avant qu'il décède. Mais quand on restait à la maison, elle nous cochonnait. Kabibi, ça veut dire que tu vois un peu l'ambiance.
Un homme qui te trompe, ce n'est pas un homme qui est chez toi à la maison. Il est tout le temps dehors. On vivait, c'était plus avec maman et Lali. Bon, on était brûmés. Quand j'ai eu l'âge de 16-17 ans, papa Rifin a commencé à nous donner l'argent des poches. Parce qu'il a dit que c'est le système que son oncle les avait éduqués avec. Eux, c'était des garçons, on leur donnait l'argent. Vous ne devez pas être des garçons fauchés là-bas. Quand vous sortez, vous n'avez rien. Vous devez être débrouillards. En tout cas, moi et ses fils, ils nous donnaient l'argent. À partir de l'âge de 16 ans, moi, je commençais à avoir mon argent des poches. Et quand je te dis argent des poches, on va dire que c'est comme l'équivalent de 100 € aujourd'hui. À 16 ans, tu as le chauffeur qui t'amène à l'école, vous mangez, on vous achète les habits et tout, et on te donne 100 € argent des poches. Au Congo, c'est beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler tout un mois pour avoir 100 € là. Donc, quand on nous donnait ça, Kabibi, ça veut dire nous, on était comme des enfants des riches. On était vraiment bien. Kabibi, à cette époque-là de 16 ans, les garçons deviennent un peu turbulents, ils ouvrent un peu les yeux, ils constatent que les filles ont des bassins, les filles ont de belles formes, les filles, vraiment, quand elles sourient, elles sont jolies, elles sont coquettes. Mes amis ont commencé à avoir des copines. Moi aussi, pourquoi pas. J'ai grandi dans de bonnes conditions. D'ailleurs, papa réfère beaucoup d'argent. Moi aussi, j'ai eu une copine qui s'appelait Jeanne. Jeanne, là, elle venait aussi d'une famille moyenne. Ce n'était même pas une fille qui avait faim, qui me suivait pour mes petits 100 € qu'on me donnait. Non, c'était une copine Kabibi qui était fan de moi. Fan de moi, vraiment. C'était les gens des filles qui te regardent, elles rêvent. Donc, j'ai commencé à sortir avec Jeanne. Mais moi, je ne suis pas un garçon qui a eu le courage de toucher un peu partout. Parce que déjà, là où j'habitais, j'étais mal à l'aise. Donc, gérer 2-3 filles, il faut que tu sois déjà stable dans ta tête, à l'aise, tu vois. Mais moi, je n'étais pas à l'aise, je n'habitais pas chez nous. Maman et Lali, elle était un peu un genre. Donc, même quand j'ai eu Jeanne, c'était vraiment une copine en cachette. Ce n'était pas une copine que je voulais qu'elle vienne à la maison. Non, 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 non. Mes cousins, les enfants de maman et Lali, les garçons, ils savaient que Jeanne, c'était ma copine. En tout cas, vers les 16-17 ans, là, ils savaient que j'avais une copine. Moi et Jeanne, on a différence d'1 an. Moi, j'avais 16 ans, Jeanne avait presque 15 ans. On a commencé à sortir ensemble. Donc, tu vois, même en classe, on n'avait pas un grand écart. Quand on nous voyait ensemble, on mentait que moi, je lui apprenais à faire les cours. On a commencé à sortir ensemble, Kabibi, 17 ans, 18 ans. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai préparé mon bac, Kabibi, Jeanne est tombée enceinte. Elle avait 17 ans. Elle vient me dire, non, je suis enceinte, j'ai un retard et tout ça. J'ai paniqué. Je lui ai dit, moi, je suis en train de faire le bac. J'habite chez Papa Rifin. Comment je vais lui dire que j'ai engrossé une femme? Tu ne vois pas que je vais détruire ma vie. En tout cas, on ne peut même pas oser tenter, réfléchir à penser qu'on peut garder cette grossesse-là. Ça, c'est la mort directe. Toi-même, tu connais le comportement de maman et Lali. Papa Rifin n'est jamais là. Je vais amener l'enfant là où? Toi, tu viendras habiter chez qui? C'est impossible. Il faut qu'on trouve une solution. Elle aussi m'a dit, d'ailleurs moi-même aussi chez nous, je vais commencer comment? Pour dire que je suis enceinte. Kabibi, moi et Jeanne, on était plus que d'accord pour avorter. Maintenant, moi, je lui ai dit, moi, je ne sais pas comment on fait ça. C'est toi qui es la fille. Va te renseigner. Moi, je vais me débrouiller, je vais chercher l'argent. Quand j'avais 18 ans, je n'avais plus 100 €. Hein. J'avais presque 150 à 200 €. Parce que papa Rifin, il nous donnait maintenant l'argent comme ça. Peut-être chaque fin du mois, il vous donne 100 €. Mais pendant le mois, tu sais comment vous pouvez un peu soutirer l'argent à votre papa. Ah, papa, j'étais parti à ranger les pneus de la Peugeot. Le mécanicien demandait 40 € pendant que c'était 5 €. Quand on te donne là-bas, tu coiffes 35. Tu vois un peu. On était déjà des jeunes garçons. Ils nous attribuaient des tâches dans la maison. Donc, on lui escroquait, on lui volait l'argent. Donc, bref, Kabibi, je ne manquais pas 200 à 250 € par mois. Papa Rifin, vraiment, il libérait. Je lui ai dit, va te débrouiller, va chercher la solution. Jeanne est revenue 4 jours après. Elle me dit qu'avec ses copines, elles ont trouvé un médecin qui peut lui enlever la grossesse. J'ai dit, tu es sûr c'est un médecin? Parce qu'à cette époque-là, les filles allaient avorter, elles mouraient. Elle me dit, oui, c'est un médecin. C'est un médecin. D'ailleurs, il a déjà fait ça à ma copine. Ma copine là qui m'a donné les coordonnées. Mais je dis, maintenant, il va te faire ça où? Non, il ne peut pas me faire à l'hôpital parce que ce n'est pas légal. Moi, je suis mineure. Je ne suis pas mariée. Tu sais qu'au Congo, l'avortement n'est pas officiel. Il a un appartement où il peut aller me faire ça. Je dis, ma chère, si tu peux en mourir. Elle me dit, mais non, toi, tu m'as dit qu'on enlève. Et puis, tu commences à me dire encore si je meurs. Pourquoi je vais mourir? Ma copine n'était pas morte. Pourquoi moi, je vais mourir? Il demande combien? Oh, 350. Ah! Tous les 350, on donne avant. Oh non, on lui donne 200.
Après l'avortement, on ajoute 150. Kabibi, je lui ai dit, moi, je ne vais pas aller voir les médecins là parce que s'il y a un problème, ça va tomber sur moi. C'est toi-même avec tes copines. Prends les 350. Bonne chance, ma chérie. Jeanne est partie, Kabibi. Elle s'est fait avorter. Quand elle s'est fait avorter, j'ai regardé les mouvements 3-4 jours après, il n'y avait pas de deuil. J'ai demandé à ses copines, oh, elle est malade, elle est chez eux, il ne faut même pas aller là-bas parce que chez eux, on ne comprend pas pourquoi elle est malade comme ça. Ok. J'ai dit, gloire à Dieu, ça s'est bien passé. J'ai continué, j'ai présenté mes examens, j'ai eu mon bac. Jeanne a avorté, ça s'est bien passé. C'était un médecin. Kabibi, quand j'ai eu mon bac comme ça, je crois 9 mois après le bac, Jeanne me dit encore qu'elle est enceinte. Je dis, Jeanne, toi tu commences à tomber enceinte comme ça, tout le temps comment? Elle dit, mais je ne comprends pas, toi aussi tu ne me laisses pas le temps. Maintenant c'était elle qui devait passer le bac. Elle, Jeanne. Moi, je dois passer le bac, maintenant je suis enceinte. D'ailleurs, elle devait aller vivre au maquis. Comment je vais faire? Mes parents vont croire que là où je suis allée habiter, parce qu'au Congo, les gens s'isolent. Hein? Les enfants de 6e, quand ils vont faire le bac, parfois ils s'isolent, ils vont vivre ensemble pendant 1 mois pour préparer leurs examens juste avant le bac. On appelle ça le maquis. Ce n'est pas le maquis des Camerounais où vous allez boire la bière. Nous, c'est ça le maquis. C'est comme un isolement. Donc, elle dit, d'ailleurs, je dois aller au maquis. Si je pars au maquis comme ça, enceinte, mes parents vont croire qu'on m'avait engrossé là-bas. Donc, moi, je ne peux pas faire ça. Il faut que j'avorte parce que je dois avoir aussi mon bac. Kabibi, elle est partie rechercher le même médecin là. Le même médecin là, comme ça faisait seulement 1 an, il la connaissait, c'était déjà sa cliente. Il a encore pris 350 € que moi, j'ai donné à Jeanne. Moi, de mes propres yeux, je n'ai jamais vu ces médecins-là. Mais savoir que Jeanne était enceinte, c'est la vérité, elle me disait. Et puis, comme c'était ma copine, je pouvais voir. Kabibi, elle est partie se faire avorter la 2e fois. Ça s'est bien passé parce qu'elle habitait au maquis. Quand Jeanne a passé, elle a eu son bac. Moi, j'avais fini déjà mes études. En tout cas, je commençais vraiment à travailler avec mon oncle, papa Riffin. C'était presque la même vie que mon papa avait eu avec leur oncle. J'ai commencé à travailler. Nous, vraiment, on n'avait pas trop option université. Parce que nos parents, c'était des hommes d'affaires. C'était vraiment quand tu as les bacs, pour eux, c'est comme si tu as fait des grandes études déjà. Kabibi, j'ai commencé à travailler avec papa Riffin, avec ses fils et tout ça. Donc, nous, vraiment, on était des garçons bien. On avait des voitures. Tu vois, les vieilles voitures de papa Riffin qui tombent en panne là, ils nous donnaient, on les réparait, les Peugeot et tout ça. On conduisait ça. Quand Jeanne a eu son bac, comme Jeanne venait d'une bonne famille, elle avait une tante qui était déjà en Europe. C'est comme ça que ses parents disent que Jeanne va partir en France, étudier en Europe. Ok. On lui commence les démarches. Je crois que c'était des démarches de regroupement familial. Parce que ces démarches-là avaient mis du temps. Kabibi, quand moi j'ai commencé vraiment les affaires avec mon oncle, à l'âge de 19 ans là, mon oncle est tombé malade. Mon oncle est tombé malade parce que mon oncle avait le sida. Papa Riffin. Il avait le sida. Il avait déjà contaminé maman Elali. Et sa femme du dehors là, où mon père partait avec ma mère à l'époque, elle était même décédée. La femme du dehors. Pour maman Elali, elle dit que c'est la femme du dehors qui a donné le sida à mon oncle. Mais Kabibi, je ne crois pas. Mon oncle avait trop de copines. C'était un homme qui avait l'argent, mais qui était très volage. Il aimait trop les femmes. Papa Riffin. Il aimait trop les femmes. Mon oncle avait le sida et il était malade. Tu vois, c'était le genre de sida là qui te tape comme ça KO pendant 4 ans. Un coup, tu reprends. Tu bois les médicaments traditionnels, tu vis un peu 7 mois, après tu rechites, tu attrapes les zonas, ça te tape, on t'envoie des trucs, on te lave, on te truc, ça te laisse un peu, tu respires encore. Kabibi, moi mon oncle, il est tombé malade comme ça même pendant 4 ans. C'est un sale sida qui l'a tué. Un sida qui l'a fait ça. Mieux vaut même que ça t'attrape comme sa première femme, sa deuxième femme là. Ça l'avait attrapé seulement une fois, ça l'a amené. Mais lui, mon oncle, il a souffert de son sida. Mon oncle a maigri comme ça, mon oncle toussait. Mon oncle, on l'a fait l'isolement comme des confinements là à l'époque. Tellement il avait des microbes dans sa propre maison. Ça veut dire que mon oncle savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait mourir. À un moment, il a essayé même d'aller en Afrique du Sud. Il est resté là-bas hospitalisé. Tu connais les soins en Afrique du Sud. Quand tu n'habites pas là-bas, tu vas dépenser. Mon oncle avait dépensé peut-être 21 000 €. Il était en Afrique du Sud pour des soins peut-être de 3 mois ou quoi. Mais quand même, il était revenu un peu avec un peu de force. Il est rentré au Congo. Kabibi, ça n'a pas donné. On lui avait donné tous les médicaments là, antiviraux ou introviraux ou comment là. On lui a donné ça. Mais ça n'a pas marché. Sa santé était très fragile. Donc, maman Elali,
Quand elle voyait en plus son mari malade, elle savait que c'est lui qui lui a donné le sida, qu'elle avait aussi le sida. Tu imagines comment elle nous traitait maintenant, nous, les enfants qu'elle n'aimait pas à la base. Malgré qu'on travaillait pour son mari, elle commençait à faire déjà des injustices, nous enlever les responsabilités, nous enlever les charges. Parce qu'elle voyait que son mari va mourir, nous là les intrus, comme moi et ma petite sœur, plus tu connais mon oncle, c'était un Moulouba. Il avait pris aussi quelques personnes de sa famille qui habitaient là-bas chez maman Elali. Elle, au début, là, elle acceptait pour sécuriser son mariage, dire que c'est moi d'ailleurs la femme de la maison qui ai pris ta famille. Mais quand l'oncle est tombé malade, ça ne l'arrangeait plus. Parce que nous, quand on nous prenait, c'était pour entrer dans les affaires. Donc, quand elle a vu qu'il est tombé malade, il fallait faire quoi? Nous écarter des affaires. Comme ça, même s'il meurt, l'argent n'est pas dans notre famille. L'argent doit rester cadré chez elle et sa famille. Ça veut dire que lui, quand ces crises le tapaient fort là, son sida, que parfois il ne parlait pas, il était à l'hôpital, perfusion et tout ça, maman, il a dû nous arracher les charges. J'ai commencé à gagner beaucoup moins ma vie. J'ai commencé à galérer. Kabibi, pendant ma galère là, ma copine Jeanne est encore tombée enceinte. Là, vraiment, c'était chaud sur moi. Je sentais qu'on nous mettait à côté. Je sentais que l'oncle partait. Et moi, je n'avais pas étudié. J'ai compté sur les affaires de l'oncle. En sachant que ma propre mère, à moi-même, qui m'avait mis au monde avec mon papa, là où elle est partie se marier, elle s'est mariée à un pauvre d'un niveau, Kabibi. Moi, ma mère s'est mariée à un homme pauvre. Elle a accouché 4 enfants dans la pauvreté. Ça veut dire que quand je travaillais même pour papa Riffin, mes petits sous que j'avais là, je devais d'abord donner à ma mère pour qu'elle nourrisse ces 4 enfants-là. Donc, j'ai compris que ma vie, j'ai bien grandi dans de bonnes conditions, mais mon avenir, je serai pauvre. Kabibi, Jeanne, c'est une fille qui m'aimait beaucoup. Quand Jeanne est tombée enceinte et que cette situation-là était comme ça, vraiment, Kabibi, c'est la première fois que j'étais allée vendre une gourmette, parce que moi, j'aime l'or. Comme on aimait porter les bijoux en or, j'ai vendu une gourmette que j'ai donnée vraiment comme ça, on m'a donné l'argent pour donner à Jeanne qu'elle aille avorter. Parce que ses démarches étaient en cours pour aller en Europe. Elle ne pouvait pas aller en Europe enceinte. Kabibi, Jeanne est partie avorter. Quand elle a avorté, peut-être 5-6 mois après, ces démarches ont donné, sa tante l'a fait venir en France. Quand elle vient en France, elle me dit, chérie, moi je pars, moi je suis ta fiancée, tu vois comme on est là. Dadi, moi je ne connais pas d'autres garçons, vraiment tous les garçons que j'ai passé beaucoup de temps, on se connaît depuis que j'ai 16 ans. Moi vraiment je t'aime, moi-même quand je pars en Europe, là je vais tout faire pour te faire venir. Ah, j'ai dit, Jeanne, toi-même on t'a appelé. L'Europe là, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Tu vas me faire venir quel jour? Oh, je vais te faire venir vraiment, attends, moi ne te marie pas et tout et tout. J'ai dit, ok, gardons contact. Elle est partie. Kabibi, quand Jeanne est partie, je crois 1 an après, mon oncle est mort. Quand mon oncle est mort, on nous a tout arraché par sa femme-là. Donc, sa femme-là, il restait seulement moins qu'elle nous dise, sortez de ma maison. Mais elle ne nous a pas chassés parce qu'elle ne voulait pas qu'elle-même, la famille de mon père, la chasse de cette maison-là. Donc, elle a fait que Jean, elle nous garde. Nous, là, les intrus, là, on reste chez elle. Mais chez elle, là, on souffre. Kabibi, on est resté là-bas. Je n'ai pas déménagé. Mais la galère a commencé que j'ai commencé à chercher à aller travailler ailleurs. Chez les autres cousins, des papas qui avaient grandi chez le grand-père. Mais tu sais qu'eux aussi, ils ont eu des femmes qui ont des familles. Donc, vous devenez un peu des gens un peu loin et tout ça. Donc, quand même, on te connecte. Ce n'est pas la bonne connexion et tout ça. Ça a chauffé sur moi. Kabibi, je suis restée comme ça à Kinshasa peut-être 5 ans. Pendant les 5 ans-là, moi et Jeanne, on parlait de temps en temps. Elle me faisait partir là-bas au téléphone, aux cabines là-bas. Je l'appelais. En tout cas, pendant 2 ans, c'était calme. Mais après les 2 ans, vraiment, Dieu me voit, Jeanne avait commencé à me dépanner. Elle m'a dit qu'elle était arrivée en France avec les papiers, elle était en train en fait, d'étudier, mais il lui arrivait de faire des petits jobs d'été. À l'époque, là, je ne comprenais pas c'était quoi. Donc, juin, juillet, là, comme ça, comme elle étudiait, elle habitait chez sa tante, elle partait travailler comme jeune étudiante dans les McDo, dans des choses comme ça. Son argent qu'on lui donnait. Kabibi, on va dire genre, Jeanne par an, elle m'envoyait comme 1 000 €. Ça veut dire, le premier mois de juillet, là, qu'elle a travaillé, elle prend 500, elle m'envoie. Le mois d'août, elle prend 500, elle m'envoie. Elle me dit, moi, je travaille que 2 mois par an. Peut-être que c'est aujourd'hui que je sais qu'elle coupait son salaire en 2. Elle m'envoyait. Oh, pour moi, 1 000 € là, c'était beaucoup. Parce que moi, au Congo, j'avais rien. Donc, quand Jeanne m'envoyait les 1 000 € là, en tout cas, elle a fait ça pendant au moins 2 ans.
qu'elle étudiait. Après, quand elle a terminé, elle m'a dit, j'ai commencé à travailler dans une boîte qui s'appelle Télécom. Télécom, c'est le téléphone. Téléphone ici en France. J'ai commencé à travailler. Kabibi, quand Jeanne a commencé à travailler, Dieu me voit, pendant au moins 3 ans, Jeanne m'envoyait l'argent. Elle ne m'envoyait pas les millions, mais elle m'envoyait des 150, des 200 euros. Elle me dépannait, tout le temps elle prenait de mes nouvelles. Tu fais quoi? Elle m'a dit, fais le passeport. Je vais faire pour toi les démarches. Moi, je travaille, je vais me battre, tu vas venir ici. Je me débrouille à Kinshasa à un niveau que tu ne peux pas croire. Mais j'avais quand même l'espoir que cette fille-ci, peut-être qu'elle peut me faire sortir de la galère. Kabibi, vraiment, j'avais mis mon cœur sur Jeanne. J'ai attendu Jeanne. C'est vrai que je voyais à côté, je voyais des filles parce que je suis un homme, j'étais habituée à une vie active. Mais aller m'engager, je ne m'étais pas engagée. Kabibi, les temps sont passés, Jeanne m'a fait faire le passeport, j'ai mis à l'ambassade de France et tout ça. On m'a donné le visa. Parce qu'elle m'avait fait une très bonne invitation. Elle travaillait, elle avait la maison ici en France. Elle habitait déjà chez elle. Elle était partie de chez sa tante. Moi, je suis venue en Europe avec un visa de vacances normales. Quand je suis arrivée ici, j'ai fui comme un Congolais vraiment qui est arrivé en Europe. J'ai vu l'Europe, la Tour Eiffel. Kabibi, on s'est démerdé avec Jeanne pour que j'ai les papiers. Moi, j'ai galéré pour avoir les papiers ici en France, Kabibi. J'ai galéré comme ça au moins pendant 3 à 4 ans. J'ai fait la demande d'asile, ça n'a pas donné. La France m'a jeté. J'ai commencé à tourner, chercher papier maladie, chercher comme ça. Ça ne donnait pas. Tous ces 4 ans-là, Kabibi, j'habitais chez Jeanne. J'habitais chez Jeanne, elle me nourrissait, elle m'habillait. Parfois, quand j'ai chopé des petits kaolos comme ça, vite fait, j'allais travailler au noir. Mais tu vois, quand tu travailles au noir, là, parfois tu travailles 6 mois, on te dit arrête. Après, tu restes à la maison 9 mois. Après, tu trouves encore quelque chose. Tu pars travailler 4 mois, tu vivotes. Je reconnais que cette fille-là, Kabibi, elle m'a sorti de Kinshasa. Elle m'a nourri au moins pendant 4 ans. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce. On m'a donné mes propres papiers. Quand on m'a donné mes propres papiers, j'ai commencé à travailler. C'est quand je dis à Jeanne, il faut qu'on prenne il faut qu'on se marie, qu'on régularise. Parce que moi et elle, on était déjà mariés sous les papiers civilement. Bon, ça n'avait pas joué pour que moi je sois régularisée. J'ai eu mes papiers autrement. Ce n'est pas Jeanne qui m'a donné les papiers, mais elle m'a reçu chez elle. Comme on était déjà mariés civilement, je dis il faut qu'on fasse la dot. Moi, vraiment, parmi mes 2 premiers salaires qu'on m'a payé l'argent, Kabibi, moi et Jeanne, on a pris l'avion. On est rentré à Kinshasa, je suis allée épouser cette femme-là. J'avais déjà dit, même si on me demande 10 000 euros, je vais épouser cette fille-là. Tout ce qu'on m'a demandé, j'ai donné. J'ai épousé Jeanne avec joie, avec un seul cœur, Kabibi. Elle le méritait. Je l'ai épousée, on a fait la fête à Kinshasa, Kabibi, on est rentré en Europe. Quand on rentre en Europe, maintenant je dis à Jeanne, bon, maintenant tout est officiel. Parce que notre petit mariage qu'on avait fait là, c'était pour me donner les papiers, même si ça n'avait pas donné. Maintenant, on est mariés devant la famille. On est mariés civilement déjà depuis longtemps. Tu es maintenant ma femme. Il faut qu'on crée maintenant notre famille. Kabibi. On commence à attaquer maintenant qu'il faut... parce que quand j'étais arrivée pendant les 4 ans là, vu que c'est elle qui me nourrissait, elle avait mis un stérilet pour qu'on n'ait pas d'enfant parce que l'enfant n'allait pas être la bienvenue. Jeanne n'avait pas de papiers qui pouvaient me donner, me régulariser avec, même si elle faisait un enfant. Donc ça ne servait à rien, on allait seulement s'encombrer. Elle avait un stérilet. Elle a enlevé son stérilet quand on est venu de Kinshasa. Quand on arrive de Kinshasa, on dit, bon, maintenant on peut former une famille. Même si tu es enceinte, tu peux rester à la maison. Moi, je vais aller maintenant bosser pour m'occuper de toi comme un homme. Kabibi, j'en ai enlevé le stérilet. 1 an, 2 ans, 3 ans, rien. Oh. On a commencé à aller voir les gynécologues et tout ça. On a commencé à lui faire des traitements et tout ça. On a dit peut-être, tu vois, le stérilet, quand on le met, parfois ça fait des hormones ou quoi là. Ça t'a fait fuir les grossesses, il faut attendre. Ah! Quand on dit il faut attendre là, moi et Jeanne, nous sommes déjà dans la trentaine. Hein? On est en train d'aller vers les 34 ans, 35 ans parce que moi et elle, on a une différence d'1 an. Jeanne, ça commence à l'inquiéter parce que au travail, elle est bien. Elle n'a pas de problème de travail. Elle a évolué dans la société. On l'a formée. Kabibi, Jeanne a un très bon boulot. Moi, ici, j'ai fait la formation de plomberie. Je suis plombier. Donc, moi, j'ai un travail physique. Mais je travaille, je gagne ma vie. Mais Jeanne, elle a un travail de bureau. Elle a étudié ici. Tu vois, elle est venue à 18 ans. Elle est comme les petites un peu d'ici, quoi. Donc, Jeanne, ça commence un peu à l'inquiéter que le stérilet, là, ça m'a fait quoi, Kabibi? Le médecin lui dit, oh non,
Comme on a mis les stérilés, là, il faut seulement attendre. Parfois, les effets, ça va partir, mais tu peux boire des médicaments pour que ça tue. Kabibi, Jeanne a commencé à grossir. Elle prend du poids, elle ne tombe pas enceinte. On a changé, on est parti à planning familial pour qu'on lui fasse l'insémination parce que nous, on avait vu que les stérilés, là, ça nous faisait perdre beaucoup de temps. Quand on arrive là-bas, Kabibi, on fait les examens à Jeanne. C'est comme ça que le médecin des plannings familial vient dire à Jeanne que non, madame, en fait, toi, tu ne peux pas concevoir. Jeanne dit, comment ça, je ne peux pas concevoir? Mais comment on m'avait mis les stérilés? Elle dit, oui, on t'avait mis les stérilés parce que tu avais demandé. Toi, tu ne peux pas concevoir. Regarde les scanners. Regarde la radio qu'on a fait. Regarde, toi, je suis sûre que tu as déjà avorté. Jeanne dit, oui, j'ai avorté quand j'étais jeune. Elle dit, tu as avorté, viens regarder. Tu vois ici, là, ça, on t'avait coupé là. On t'avait fissuré comme ça. On t'avait fait ceci. Kabibi, en fait, quand on avait fait avorter Jeanne là-bas, on l'avait très mal fait avorter. Et Jeanne ne peut plus concevoir. Ça, c'est officiel avec les radios, les scanners. On a fait au CHU. On est parti au privé. On est parti. Kabibi, c'est les mêmes résultats. Les médecins nous ont bien démontré que Jeanne, quand on l'avait fait avorter, je ne sais pas ce qu'on lui avait enlevé ou coupé ou fracturé ou fait quoi que ce soit là, Jeanne ne peut plus accoucher. Kabibi, on était déçus, moi et elle. C'était comme une bombe qui tombait sur nous deux. Parce que la personne qui a fait avorter Jeanne, c'est moi. Je l'ai fait avorter parce que je n'habitais pas chez nous. J'ai étudié. Les conditions ne donnaient pas. Elle-même aussi ne voulait pas avoir d'enfant. Elle n'était pas dans cette position-là. La dernière grossesse, elle venait en Europe. Si elle était venue enceinte là, elle n'allait même pas faire les études qu'elle a fait. Elle n'allait pas me faire venir en Europe. Ça, c'est la vérité aussi. Kabibi, ça nous a brisé. Ça nous est tombé de haut. Quand on est rentré à la maison, on ne parlait pas peut-être pendant une semaine. C'est pas qu'on n'avait rien à se dire, mais en fait, le film revenait. Jeanne, c'est ma copine d'enfance. On a tué nos enfants, nous deux, moi et elle. On a avorté nos enfants. Et on s'est mariés, maintenant on ne peut plus en avoir. Kabibi, ça nous a fait un choc. Après une semaine là, on a dit on part en vacances. On est partis en vacances, nous deux. On a parlé. On s'est dit maintenant on va faire quoi? On est mariés. Moi je dis Jeanne, moi je suis quand même Moulouba. Je suis un garçon. Je suis en Europe, j'ai aussi quand même une famille. Je te connais depuis longtemps. On ne peut pas rester comme ça sans enfant. Elle me dit, oui, mais maintenant, comment on va faire? Moi, je ne peux pas mettre au monde. Moi, je lui ai dit, mais il faut qu'on trouve seulement une solution. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça toute la vie, nous deux, dans la maison, sans enfant. Elle me dit, oh non, comme ça, on prend un enfant dans ta famille, on prend aussi un enfant dans ma famille. Je dis, Jeanne, toi aussi. Même si on prend un enfant dans ma famille, on prend un autre dans ta famille, mais ce ne sont pas nos enfants. Elle dit, oui, mais on peut prendre les enfants là qu'on vient d'accoucher. Tu vois, si tu as un cousin pauvre là, qui vient d'accoucher vraiment le bébé, nous on récupère. On prend ces enfants là, on met à nos noms. Ah, Kabibi, son idée était vraiment, moi je lui dis non. Ou soit, moi je fais un enfant dehors, aïe, 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 Kabibi, on était en vacances. Jeanne a explosé. Comment je peux lui dire ça? Quand je dis je vais faire un enfant dehors, ça veut dire quoi? Que je vais aller voir une autre femme pour faire un enfant? C'est impossible. C'est impossible parce que Jeanne, on ne pouvait même pas faire des donations là pour aller faire des enfants comme on fait dans les bouteilles. Kabibi, c'était vraiment très compliqué. Elle a très mal pris ça. Je l'ai calmée. On est rentré en France. On a fait 1 an. On n'en parlait plus. On ne cherchait pas à adopter. On ne cherchait personne dans la famille. Quand on est resté comme ça, Kabibi, j'ai dit, ah, je travaille. J'ai mon argent. On vit bien. Donc moi, je vais mourir comme ça sans enfant parce qu'elle n'accouche pas. Quand même. Je suis quand même un homme. Moi, je dis, moi, je vais chercher mon enfant. Je ne vais pas la quitter, mais moi, je vais faire un enfant. Donc, moi, toute ma beauté là, mon papa est mort. Il m'a laissé avec ma petite soeur. Ma petite soeur est au Congo, là-bas. Elle est mariée à un Congolais, là-bas, qui se débrouille. Elle me dit, oh, je prends l'enfant de ma petite soeur. C'est l'enfant de ma petite soeur. Même si c'est l'enfant de mon sang. Mais c'est l'enfant de ma petite soeur. Ce n'est pas mon enfant. Donc, moi, je n'aurai pas d'enfant à cause d'elle. Non. Moi, je vais chercher mon enfant, Kabibi. Je me suis trouvé une copine. Je me suis trouvé une petite copine d'ici, les petites là qui sont nées ici. Enfin, elle est venue très jeune ici en France. La petite là, c'est une centrafricaine. La centrafricaine là, elle parle lingala parce qu'elle écoute la musique des Congolais. Là où ils ont grandi dans les quartiers chauds là-bas, ils avaient des voisins congolais ou quoi que ce soit. Mais c'est une petite quand même. Elle ne parle pas comme moi et toi, mais elle comprend le lingala. Elle est branchée, c'est une fille ouverte.
Ce n'est pas que quand tu es avec elle, tu sens que tu es avec une centrafricaine ou une fille étrangère. Non, tu sens que tu es avec une personne normale. Donc quand je suis avec elle, c'est comme si je suis avec une Congolaise qui est née ici. Il n'y a pas de différence pour moi. Mais la petite là, elle est centrafricaine. Je me suis dit, mieux vaut que j'aille parte en Centrafrique. Comme ça, il n'y a pas d'impact. Oh, c'est telle famille, oh, au Congo, ça va lui faire la honte et tout ça. Je vais faire mon enfant dehors. Vraiment, quand j'ai aimé la petite là, c'était dans l'intention de faire un enfant. Et effectivement, Kabibi, la petite là est tombée enceinte. La petite est tombée enceinte, mais la petite là, elle vient d'une famille, il y a beaucoup de jumeaux. Kabibi, la petite là est tombée enceinte des jumeaux. Parce que nous, dans notre lignée, il n'y a pas de jumeaux. Je crois que ça vient de son côté. Kabibi, quand la petite est tombée enceinte, je me suis dit, bon, Jeanne, c'est une fille très correcte, vraie, et qui m'aime beaucoup avec moi. Jeanne a acheté un appartement. Moi et Jeanne, on habite dans l'appartement que Jeanne a acheté. Je ne peux pas dire qu'elle a acheté avec moi. Elle a pris son crédit elle-même. Avant que moi j'arrive. Son crédit a été attribué la période où on s'est marié. Mais dans mon cœur, je sais que quand on s'était marié, moi je n'avais pas les papiers. Donc c'est la maison de Jeanne. Elle avait pris son crédit, on s'est marié en communauté des biens. C'est une fille stable financièrement, elle a un bon boulot. Ça serait vraiment dommage de lui faire un coup dans le dos. J'ai porté mon courage, j'ai fait asseoir Jeanne, je lui ai expliqué que j'ai engrossé une centrafricaine. Ah, Kabibi. Ça s'est trop mal passé. Elle était d'abord explosée, énervée. Tu connais les femmes quand elles sont énervées. Ok. J'ai dit, ça va passer. Elle a fait le boucan pendant une semaine. Après, elle vient, on s'assoit, on parle parce qu'on doit en parler. Moi, je lui dis, tu vois, moi et toi, nous sommes mariés sur les papiers. Si je t'ai dit ça, c'est parce qu'elle va bientôt accoucher et moi, je dois aller reconnaître l'enfant. Aïe, aïe, aïe. Comment ça, tu vas aller reconnaître l'enfant? Parce que quand tu reconnais l'enfant que tu es marié, Kabibi, ça va se savoir. Donc, Jeanne a refusé que je reconnaisse l'enfant. Elle a fait des troubles. Donne-moi le nom de la fille. Elle a appelé la fille. Elle lui a dit que moi, j'étais mariée. La fille, elle savait que je vivais avec Jeanne. Et tout ça, c'est une petite, bon, qui était aussi fan de moi à sa façon. Et tout ça, elle était préparée à ça, Kabibi. Ça s'est tellement mal passé, la pression de Jeanne et tout ça, que quand la petite l'a accouché, je n'ai pas reconnu les enfants. Je n'ai pas reconnu parce que j'avais trop à perdre. Et j'aime beaucoup Jeanne. Et je sais que Jeanne m'aime beaucoup. Et je ne peux pas lui faire ça. Déjà, si elle n'accouche plus, c'est à cause de nous deux. Ce n'est pas à cause d'elle-même, c'est à cause de nous deux. Donc, je ne peux pas aussi la voir souffrir, se morfondre comme ça. Donc, je ne suis pas allée reconnaître les enfants, mais ce sont mes enfants. J'ai des jumeaux, des garçons. La petite a accouché, le temps est passé. Aujourd'hui que je vous parle, mes enfants vont sur 2 ans. Moi et cette fille-là, on ne sort plus ensemble. Vraiment, Kabibi, j'avais juste besoin des enfants. J'ai dit à Jeanne, ce qui est sûr, je donne l'argent à cette fille-là, comme on n'est allé ni au tribunal, ni nulle part, et tout ça. Kabibi, la vérité est que je lui donne au moins 800 € de mon salaire, cette fille-là. 800 €. Parce que moi, je travaille fort, je travaille dur, et je ne veux pas que mes enfants souffrent. Je lui ai dit, parce qu'elle ne travaille pas, elle est à la maison, elle est femme seule. Elle a les aides de l'État. Je lui ai dit, reste à la maison, garde les enfants. Ne pars pas chercher vos petits jobs là et tout ça. Et même quand on va arrêter de t'aider par l'État là, cherche juste un petit travail de 4 heures. Parce que moi, je vais te donner l'argent pour mes enfants. Kabibi, moi, j'ai vu ma grand-mère là, la tante de mon père. Elle n'a jamais travaillé. Son mari là, notre grand-père l'a nourri toute sa vie. Maman Elali, mon oncle l'a nourri toute sa vie. Mon père, il nourrissait ma maman. Moi, je ne suis pas du genre que une femme, quand elle a les enfants, tu dois commencer à aller l'envoyer là-bas, va travailler, je ne sais pas, de 8h à 20h, aller travailler tous les jours. Non. La femme peut aller travailler juste pour avoir un peu d'argent pour ses petits besoins, pour être épanouie, rencontrer un peu d'autres personnes. Mais je ne veux pas qu'une femme qui a des enfants soit stressée pour l'argent pendant qu'elle vit avec moi. Non. Moi, en tout cas, ce n'est pas dans ma logique. Elle peut aller travailler parce que c'est une personne qui veut rencontrer aussi des gens, s'épanouir. Mais elle ne doit pas aller travailler parce qu'elle est dans la souffrance que si je ne travaille pas, c'est la mort. Jamais. Moi, je dis à la fille là, même quand tu n'auras plus, moi, je vais te donner l'argent pour mes enfants. Kabibi, je ne vais pas avoir mes enfants après le travail. Je donne 800 € à cette fille-là. On ne sort plus ensemble parce que Jeanne l'avait chauffée. Tu imagines bien, Jeanne, c'est une fille de Kinshasa, jalouse. Déjà, elle sait qu'elle n'accouche pas. Elle a tellement traumatisé l'enfant là que la petite là a eu peur. Et moi aussi, intérieurement, Kabibi, je ne cherche pas une deuxième femme parce que j'aime Jeanne. Donc, j'ai aussi arrêté.
Si je n'avais pas arrêté, la petite peut-être n'avait pas arrêté, mais moi-même aussi, perso, j'ai arrêté. Donc là, je vous appelle parce que je ne peux pas rester comme ça. Ces enfants-là sont mes enfants. Moi, je vais les reconnaître. Parce qu'il faut maintenant aller au tribunal pour faire la reconnaissance. Il faut aller chez le juge pour dire pourquoi je reconnais 2 ans après. Ben, je vais dire au juge parce que je suis mariée. C'est la vérité, je suis mariée et tout ça. Et je ne peux pas laisser mes enfants comme ça sur l'acte de naissance s'il n'y a pas de papa pendant que moi je suis vivant. Si je meurs aujourd'hui, c'est comme si je n'ai pas d'enfant en France officiellement. Je lui donne l'argent là. Bon, parfois je lui fais des virements, parfois je lui donne en espèces. Mais je lui donne parce que je sais que ce sont mes enfants. Elle maintenant, elle s'oppose tellement, Kabibi. Jeanne me sort quoi? Elle me dit donc, si moi je pars déclarer les enfants là, ces enfants là seront mes héritiers. Mes héritiers, ça veut dire que tous les biens que moi et elle on a en commun, ça sera pour ces enfants là qu'elle n'a pas accouché. Moi je lui dis, mais si tu veux, on peut alors divorcer ou on peut faire séparation des biens ou justement pour les biens. On peut annuler ça, moi je ne sais pas, mais moi je dois reconnaître mes enfants. Kabibi, jusqu'à ce jour que mes enfants ont 2 ans, Jeanne est opposée. Mes enfants là ne sont jamais venus chez moi. Jeanne ne les a jamais vus, en tout cas à ma connaissance, que je lui ai présenté mes enfants. Jamais. On n'a jamais adopté aucun enfant de la famille. Moi et elle, on habite nous deux dans la maison. Elle ne supporte pas mes enfants. Elle sait très bien que parfois après le travail, je passe là-bas. Comme moi, je me déplace en transport commun. Tu vois, à Paris, il y a des grandes distances. Il y a des jours, j'arrive à 18 h, j'arrive à 20 h, j'arrive à 19 h. Je ne dépasse jamais 20 h. Mais je suis obligée d'aller voir les enfants et puis venir à la maison. Ou à l'heure des pauses, ou comment la fille m'amène les enfants et tout ça. Mais faire une sortie officielle, d'aller voir mes enfants, je ne le fais pas. Parce que Jeanne est là, elle s'oppose. Et cette vie, ça m'angoisse, ça me stresse. Parce que même dans ma famille, mes cousins avec qui j'ai grandi me disent, mais toi, tu es un homme. Tu es quand même un homme. Comment une femme peut t'imposer comme ça que jette tes enfants, toi aussi, tu jettes tes enfants? En fait, si je suis la logique de Jeanne, je dois abandonner ces enfants-là. Mais je ne peux pas les abandonner parce que déjà, je sais que je n'en aurai pas d'autres avec elle. À ce jour, les enfants que Dieu m'a donnés, c'est avec cette Centrafricaine-là. Elle est centrafricaine. Elle peut rentrer en Centrafrique. Elle peut aller ailleurs. Bon, après, elle a grandi ici, je ne pense pas. Mais elle n'est pas congolaise que je vais la suivre où que ce soit. C'est une jeune fille, Kabibi. Elle peut se marier. Elle peut se marier à quelqu'un qui reconnaît mes enfants. Mais pourquoi moi je vais exposer mes enfants, vendre mes enfants comme ça à cause d'une femme jalouse? À cause d'une femme que je sais qu'elle ne va pas accoucher. En tout cas, notre papa Dadi est vraiment tourmenté par cette situation. Il a besoin d'un conseil, il a besoin d'un avis, d'un point de vue, d'un autre regard, de vous qui n'êtes pas dans son histoire. Il vous a relaté sa vie, comment il est arrivé en Europe, comment il a vécu avec Jeanne, comment Jeanne l'aime beaucoup, mais que Jeanne n'accepte pas que lui, il ait des enfants. N'accepte, elle ne veut même pas les voir, elle ne supporte pas en parler. Il ne sait pas si dans sa tête, elle s'imagine qu'ils vont rester seulement comme ça, et deux jusqu'à la vieillesse, ils sont devenus des blancs ou comment. Il ne sait pas, mais lui, dans ses projets de vie, il n'a jamais eu l'intention de la quitter parce qu'il dit qu'Abibi, cette fille-là, m'aime sincèrement. Elle m'aime beaucoup. Mais l'amour qu'elle a pour moi, c'est le même amour que moi j'ai pour mes enfants. Je suis désolée. Ces enfants-là sont sur terre à cause de moi. Je dois les élever, je dois les éduquer. Moi, je vais les reconnaître et je veux fréquenter mes enfants. Je ne veux pas être là comme un voleur pour voir mes enfants, c'est 1 heure de temps, 5 minutes, derrière les métros, à l'arrêt des bus, pendant que je suis un adulte, un être humain, un papa responsable qui travaille, j'ai des fiches de paye et tout ça, parce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle est catégorique. Maintenant, sur cette position-là, c'est pour que ça me pousse à quoi? À la divorcer à contre-cœur. Parce que moi, je l'aime. Mais si elle me met dans une situation où on ne peut pas s'améliorer, donc que je divorce quelqu'un que j'aime, quelqu'un avec qui moi j'ai envie de vivre ma vie, elle veut me pousser à la divorcer. En tout cas, c'est l'histoire de notre papa Dadi. Il a partagé chez Kabibi Show parce qu'il a besoin de vous. Il a besoin de vos avis, d'un conseil. N'hésitez pas à le commenter, à l'encourager, à le conseiller, à lui proposer des astuces, d'autres façons de voir les choses.
et que si sa femme reste sur cette position-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Il abandonne quand même ses enfants? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est l'histoire de notre frère. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir assisté, d'avoir liké. En tout cas, likez. Partagez les vidéos. Contactez-moi pour raconter vos histoires de vie, tout ce que vous traversez, ce qui vous dérange, qui vous tourmente. Merci à vous tous d'être branchés chez Kabibi Show. À la prochaine pour un autre numéro sur ma chaîne YouTube. Bye.